Nous accueillons Hélène Gros, qui est chargée de mission méthodologie et process d'innovation à l'ANRU et qui va nous parler des outils opérationnels pour l'urbanisme transitoire et de l'accompagnement de l'ANRU. Bonjour à tous et à toutes. Alors les présentations qui m'ont précédée ont été très riches et ont montré clairement l'intérêt de développer des projets d'urbanisme transitoire, temporaire ou définitif, notamment en articulation avec des projets de renouvellement urbain. Il y a eu plein de points clés qui ont été présentés tout au long des échanges, donc je ne vais pas forcément y revenir et je vais essayer de compléter ce qui a déjà été dit pour vous donner des points intéressants à connaître, et notamment sur le travail de l'ANRU. Alors, ce qu'on note, ce qu'on observe, c'est qu'il est de plus en plus nécessaire d'articuler de façon plus large le projet d'urbanisme transitoire avec les différentes composantes du projet d'ensemble quand on intervient dans un contexte spécifique d'un projet de renouvellement urbain, mais qui peut être aussi un projet à action cœur de ville. On va avoir un secteur d'intervention qui va déplacer l'échelle de l'îlot ou des parcelles qui va concerner donc l'objet spécifique de l'urbanisme transitoire. Donc ça concerne tout d'abord évidemment dans le temps du projet le diagnostic prospectif. On va aller plus loin que le simple diagnostic porté sur la parcelle, sur le nombre d'acteurs et leur qualité à faire dialoguer dans la démarche de projet. Le calendrier de projet, quand on est sur un projet d'ampleur, un projet d'ensemble, évidemment on ne va pas se projeter sur 1 ou 2 ans, mais on va aller sur une période de 10 à 15 ans. On va réfléchir à la vocation du territoire et donc on va se poser d'autres questions qui vont peut-être aller au-delà du simple devenir d'une parcelle. On va également devoir élargir le spectre en termes de sources de financement, ou en tout cas on aura de nouvelles opportunités pour permettre la réalisation de ce projet d'urbanisme transitoire. Et puis aussi, on a quelques questions sur les modalités de suivi et d'évaluation du projet. On parlait aussi de valorisation, donc c'est des points qui vont prendre une autre ampleur quand on s'inscrit dans une démarche de projet beaucoup plus large qu'une seule reconversion ou animation d'un espace transitoire. Alors les pratiques d'urbanisme transitoire sont pas forcément nouvelles dans les territoires en renouvellement urbain ou du moins déjà en rénovation urbaine. Dans le cadre du premier programme de rénovation urbaine qui a démarré en 2003, accompagné par l'ANRU à l'époque, on avait déjà certains territoires qui testaient des nouvelles approches de faire la ville, par exemple à Lyon ou à Clermont-Ferrand. Et par contre, on nommait pas les opérations, on les nommait pas comme des opérations d'urbanisme transitoire. On testait des choses et puis on veillait à la pérennisation ou non au déplacement de l'aménagement en fonction de l'évaluation de l'opération. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que on nomme clairement aujourd'hui une opération d'urbanisme transitoire telle qu'elle, et surtout on démontre que c'est un véritable outil qui permet de faire une ville plus durable, plus inclusive, et qui permet de renouveler la ville sur elle-même. On sort de secteurs de ville figés, d'un urbanisme figé à un urbanisme qui est vivant grâce à l'urbanisme transitoire. Donc ça c'est très intéressant, et donc les opportunités qu'offre l'urbanisme transitoire, c'est de permettre de répondre aux enjeux de co-construction des projets avec l'ensemble des acteurs du territoire, ceux qui sont déjà présents, mais aussi ceux qui viennent, qui y passent, donc les usagers, mais aussi les futurs acteurs qui viendront s'installer dans le quartier. Donc c'est un très bon moyen de travailler avec les différents acteurs concernés et peut-être d'anticiper aussi la dimension du marketing territorial, marketing urbain, pour transformer l'image des quartiers en difficulté. C'est aussi une solution pour gérer l'attente du temps long des projets de renouvellement urbain. Comme on l'a dit, c'est au moins 10 ans un projet de renouvellement urbain. En règle générale, on intervient par phases successives d'aménagement, et donc il faut, pour les élus en tout cas, et pour les habitants, c'est important de voir qu'il se passe toujours quelque chose. À l'issue de la phase de concertation préalable, de diagnostic qui a été fait dans le temps du protocole de préfiguration, les habitants sont en attente d'un changement concret. Et donc de réaliser quelques opérations d'aménagement transitoire, ça permet déjà de montrer qu'il se passe quelque chose sur le territoire, d'associer les acteurs.
et également de se poser des questions dans les territoires où on va avoir tendance à avoir un marché de l'immobilier atone, voire en décroissance, avec une dédensification urbaine. On va commencer à pouvoir réfléchir à que faire sur le long terme, sur des nouvelles surfaces qui vont être rendues vierges, des friches en tout cas minima aménagées, et sur lesquelles on veut continuer d'avoir une belle image et une réponse aux besoins des habitants du quartier. Ça permet également de préfigurer les usages et la programmation future du quartier en renouvellement urbain en testant sur du temps court des scénarios, différents scénarios d'aménagement. Donc là, ça s'organise et ça peut se traduire dans différents types d'espaces. Donc très classiquement, on a en tête des espaces récemment démolis, donc des friches qui peuvent se constituer, des espaces vierges, donc non bâtis. On a également le cas des espaces bâtis, soit typiquement des espaces, des équipements, dont la vocation est amenée à changer. Qu'est-ce qu'on fait dans l'attente de la construction du nouvel équipement qui hébergera l'activité, donc dans l'immeuble qui est en train de se vider, qu'est-ce qu'on va faire? Se pose la question également des rez-de-chaussée, d'immeubles, quand ils sont vacants. Là, c'est à n'importe quel moment du projet urbain, à son démarrage, dans sa durée, ou à l'issue d'un projet de renouvellement urbain. Parfois, on a créé des espaces vacants. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ces endroits-là? Se pose également la question des espaces bâtis à l'intérieur des immeubles, de plus en plus. Donc, on a des logements qui peuvent être reconvertis de façon temporaire ou durable en locaux d'accueil d'activités associatives, commerciales. Parfois, c'est à l'échelle d'un logement, parfois à l'échelle d'un plateau. Et ça concerne aussi bien les propriétaires bailleurs HLM que des copropriétés privées qui auront un intérêt pour valoriser leur patrimoine, récupérer de l'économie à réintégrer dans des travaux d'amélioration ou de réhabilitation des bâtiments. Voilà. Et puis bien évidemment, il y a des questions de friches industrielles qu'on peut retrouver un peu partout dans nos territoires. Donc pour nous, l'urbanisme transitoire, c'est surtout une nouvelle méthode de faire la ville, en fait, en associant plus les habitants, en réfléchissant à une plus grande dimension sur la vocation des territoires et sur la vie d'un territoire. Comment ? Évidemment. C'est jamais vraiment simple. Donc oui, évidemment, l'urbanisme transitoire, c'est un point de rencontre de multiples intérêts, mais aussi de multiples acteurs. Donc les grands acteurs qu'on a sur nos territoires, évidemment, c'est d'abord la collectivité locale, mais également le propriétaire du foncier bâti ou non bâti sur lequel on a un potentiel de développement d'une action d'urbanisme transitoire. Mais on a également parfois un occupant qui a le droit d'occuper cette surface ou qui est là de façon plus ou moins illégale. Et puis tout autour gravite l'ensemble des autres acteurs qui ont un intérêt à avoir à côté de chez soi ou un endroit où aller pour réaliser quelque chose, vivre dans la ville. Ce qu'on retient surtout, c'est qu'on a la nécessité d'avoir un pilote dans l'avion, c'est-à-dire avoir quelqu'un qui va pouvoir porter la dynamique et organiser, tel aussi un chef d'orchestre, les différents échanges avec ses différents partenaires et ses différents enjeux. En termes d'interaction clé entre les projets de renouvellement urbain et ceux d'urbanisme transitoire, je voulais vous faire un petit focus sur les différentes phases d'un projet urbain qui vont pouvoir être intéressantes et sur lesquelles on a déjà un premier retour d'expérience sur des points de vigilance. La première étape, c'est la phase amont, la phase diagnostic. Ce qui est assez important, ce qui a été relevé de la part des porteurs de projets, c'est qu'il est important d'identifier bien les dynamiques du projet de territoire, et les besoins des acteurs immédiatement concernés, car géographiquement présents dans le secteur de projet. Pour expliquer ces deux notions, la dynamique du projet territoire, on sait qu'il y a des stratégies des collectivités pour, par exemple, développer des polarités commerciales à tel ou tel endroit, développer des polarités culturelles, développer de l'habitat, développer des services. Et parfois, il peut y avoir des effets de concurrence entre les endroits. Donc, si on réfléchit qu'à l'échelle de notre territoire et notre parcelle, on a un risque dans la mise en œuvre du projet d'urbanisme transitoire, forcément de ne pas avoir la fréquentation espérée, les recettes souhaitées, parce qu'il faut bien équilibrer les projets. Et donc, on risque d'avoir un impact moins intéressant que celui qui avait été estimé.
On a également peut-être des complémentarités à créer. Parfois, effectivement, on va accueillir des nouvelles activités, des nouveaux entrepreneurs sur le quartier, dans des locaux nouvellement aménagés. Et peut-être que ces nouvelles structures, ces nouvelles entreprises, elles vont pouvoir offrir un service à une entreprise qui est déjà présente ou qui est limitrophe au quartier. Donc on va pouvoir par effet de bord, créer aussi des réseaux économiques ou sociaux qui vont avoir un intérêt positif pour le territoire. Consulter très largement, c'est aussi favoriser l'adhésion des différents acteurs qui vivent sur le territoire. Et tout au long du projet, ça va nous permettre peut-être de convertir les gens informés en des potentiels sponsors, ambassadeurs du projet, pour commencer à communiquer sur la transformation du quartier, sur l'intérêt à venir vivre une expérience, si c'est une activité culturelle qui est développée sur l'espace en transition, ou venir y habiter si on trouve que les nouveaux services urbains proposés sont très intéressants. Donc on amorce à travers la consultation, la co-construction, déjà un peu de marketing territorial. En phase de définition du projet, donc on va pouvoir mobiliser des opportunités qui sont déjà présentes ou des opportunités auxquelles on n'avait pas pensé et qui vont pouvoir trouver sens au moment où on réalise le diagnostic. Ce qui est aussi important, c'est de réfléchir au positionnement stratégique du projet d'urbanisme transitoire. Parfois, on a le choix, on a plusieurs espaces vides en situation d'attente et on va pouvoir décider, en fonction de la transformation aussi, donc du quartier et de ses abords, du meilleur endroit pour que c'est un meilleur effet sur la fréquentation et la transformation, l'image, etc. Il y a un point important, c'est de pouvoir anticiper dans la phase de définition du projet tout ce qui est étude de faisabilité juridique, économique. Ça, tout le monde évidemment le sait, mais il y a aussi des sujets de maîtrise foncière. Il y a aussi des sujets, par exemple, sur les réseaux. Souvent, on oublie qu'il y a la conduite de gaz qui passe juste en dessous, finalement, pour paralyser la piscine provisoire ou je ne sais quoi. C'est des petits points d'écueil sur lesquels il ne faut pas oublier de revenir. Quand on a la concertation, c'est important, mais pas uniquement une fois que le projet a déjà été dessiné. Donc, ce qui est important pour faciliter l'adhésion, c'est aussi de donner du pouvoir aux habitants qui sont présents, aux futurs habitants des différents acteurs, de leur donner des possibilités de choisir des options d'aménagement qui soient temporaires ou transitoires. Et un dernier point qui n'est pas des moindres, c'est la gestion des espaces. Dans les projets de renouvellement urbain, on a intégré la nécessité de réaliser des conventions de gestion qui permettent entre les collectivités et les bailleurs, les principaux propriétaires fonciers, de s'accorder sur la façon de gérer et d'entretenir les espaces. On parle de propreté, on parle de sécurité, de sûreté. Et donc, ces enjeux de gestion, notamment de la fréquentation, si on a un établissement qui accueille du public, il faut y penser. Il y a des enjeux de stationnement, notamment de conflits d'usage qui peuvent se poser sur les espaces. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir anticiper, qu'on va suivre tout au long du projet. Et donc, ça permettra de poser des conditions pour le montage opérationnel du projet d'urbanisme transitoire, mais articulation avec le projet plus large ensemble. En phase de mise en œuvre, alors là, on va avoir souvent dans les projets de renouvellement urbain différents temps d'activation, de concertation. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir avoir des actions qui permettent d'activer l'espace en transition. Ça peut être des compos, ça peut être des festivals, ça peut être plusieurs façons de faire et qui permettent d'engager une dynamique et de faire en sorte que le lieu soit approprié, si on souhaite qu'il soit approprié par les habitants ou d'autres acteurs. Voilà, donc je vais parvenir ici. Un point important, c'est commencer à anticiper les questions d'évaluation et les prochaines étapes. Le plus tôt possible, essayer de se dire si finalement le projet que l'on souhaite développer, il est plutôt sur du court terme, sur plutôt du long terme, et essayer déjà d'esquisser différentes hypothèses. Voilà, dans telles conditions, on estime que finalement le projet, s'il n'atteint pas tel ou tel objectif, si les indicateurs sont plus faibles ou plus élevés, dans ces cas-là, on considérera que le projet effectivement restera temporaire, ou bien alors on essaiera de le transformer, ou de le relocaliser, ou de le pérenniser. C'est des hypothèses qu'il faut poser assez tôt sur la base d'indicateurs co-construits qui permettront du coup d'évaluer l'intérêt et l'impact du projet et d'envisager les prochaines étapes. Ça, je vais passer vite fait. C'est la suivante. Sur l'articulation très concrète d'un projet de renouvellement urbain et d'un projet d'urbanisme transitoire, donc on a essayé de matérialiser les différents temps du projet de contractualisation et de mise en œuvre opérationnelle d'un projet d'urbanisme transitoire.
Alors vous voyez, ce qui est important, voilà, c'est dès l'étape de définition du projet, on aura la définition de la stratégie d'occupation des friches, s'il s'agit de friches par exemple. En fonction des situations, on pourra avoir, comme par exemple à Est Ensemble, une logique d'appel à manifestation d'intérêt ou appel à projet qui permettent du coup à la collectivité de préparer des fonciers à destination de différents opérateurs qui viendraient se saisir du foncier dans le cadre de bail d'occupation temporaire pour développer des projets d'animation sur le territoire. Ça peut très bien s'articuler avec un projet de renouvellement urbain. Et ça permet aussi d'anticiper les besoins de financement, puisque après la phase de définition du projet, la phase de protocole de préfiguration, on va avoir la phase de convention pluriannuelle de renouvellement urbain. Et c'est là le nerf de la guerre quand on charge des financements auprès de l'ANRU. C'est à ce moment-là qu'on va pouvoir essayer d'identifier les bons canaux financiers. Donc on a clarifié les différentes sources de financement possibles pour ces actions d'aménagement transitoire, d'urbanisme transitoire. En réalité, il y a plusieurs types d'opérations qui peuvent répondre aux besoins de financement de façon très classique. Quand on va intervenir sur du foncier non bâti, on va intégrer les coûts d'aménagement transitoire dans le bilan d'aménagement d'ensemble. Quand on est sur des équipements, dans le cas des équipements publics, là c'est très classique, c'est très clairement identifié. On va par exemple avoir une maison du projet qui va être là de façon transitoire. Et donc là, c'est un objet qui est finançable tel quel. On a également toutes les actions qui sont menées à l'issue des démolitions sur le foncier, à l'issue des démolitions pour préfigurer les futurs usages. Là, ça rentre également toutes ces dépenses d'aménagement du foncier ou de conception de mobilier temporaire vont rentrer dans l'assiette des opérations de démolition. Quand on a besoin d'accompagner toute cette stratégie-là, en ingénierie, on a des moyens financiers possibles. Donc soit dans le cas de la co-construction du projet, soit dans le cas de la gestion de projet, de gestion proximité, urbaine de proximité, là on a la possibilité de financer des postes qui sont en partie dédiés au projet d'urbanisme transitoire. On a également la possibilité de financer des missions d'ingénierie externe pour préciser certains points du projet d'urbanisme transitoire. Alors ça, c'est pour les financements du NPNRU. On a d'autres projets à l'ANRU qui permettent également de financer des actions d'urbanisme transitoire, notamment dans le cadre des projets d'innovation. Ça me permet de faire le lien avec la partie plus ANRU+, innovation. Pour rappel, donc, les fonds du NPNRU interviennent à la fois sur les quartiers d'intérêt nationaux et sur les quartiers d'intérêt régionaux, à l'échelle de la France entière, donc métropole et outre-mer. En plus de ces moyens-là qui ont été débloqués en 2014, en 2015 et en 2017, l'ANRU a lancé 2 appels à manifestation d'intérêt en vue de soutenir l'innovation dans le cadre des projets de renouvellement urbain. Donc avec l'objectif d'améliorer le reste pour vivre des habitants et l'attractivité des quartiers, avec différents projets thématiques qui ne rentrent pas dans le cadre classique des projets d'aménagement classiques de renouvellement urbain. Donc dans ces différentes thématiques qui sont portées par les porteurs de projets, donc on a 34 lauréats qui ont été retenus. On a pour chacune des thématiques d'innovation, on a regroupé l'ensemble des collectivités porteuses de projets d'innovation sur ces thématiques-là, dans le cadre de groupes de travail thématiques du club ANRU+. Afin de les faire dialoguer sur leurs objectifs, leurs difficultés, les différents verrous. Là, on est plutôt vraiment à une échelle très technique. Qu'est-ce qui m'empêche de faire mon projet d'urbanisme transitoire ? Essayer de trouver collectivement des solutions dans le cadre de retours d'expérience apportés par des collectivités, mais aussi par différents experts. On a par exemple Cécile Duguet de l'IAU qui nous accompagne à chaque fois pour nous apporter un regard sur son expertise à l'échelle de l'Île-de-France pour trouver des solutions concrètes aux difficultés. Et l'idée, c'est qu'à l'issue de ces groupes de travail qui se réunissent plusieurs fois dans l'année, on capitalise sur ces solutions et on puisse les transmettre à l'ensemble des acteurs du renouvellement urbain. Je vais vous montrer quelques exemples de productions qui ont été co-construites avec les différents acteurs et qui seront essaimées et diffusées soit dans le cadre des journées nationales de l'innovation qui sont organisées par l'ANRU. Petite page de pub, la prochaine journée aura lieu le 25 février au jardin d'acclimatation à Boulogne-sur-Mer. Soit à travers notre extranet, donc c'est un espace où tous les acteurs du renouvellement urbain peuvent venir chercher la documentation, mais aussi les outils pratiques développés dans le cadre de ces projets. En quoi consistent ces outils pratiques ? Ça peut être par exemple des cahiers des charges types,
des baux d'occupation temporaire type, des clauses type juridiques qui permettent de mettre à disposition un espace. Ça peut être des grilles d'analyse qui ont été co-construites ou qui permettent de tester une faisabilité ou d'évaluer un projet. Voilà, par exemple. Donc ces groupes de travail thématiques pour la thématique de l'urbanisme transitoire a été lancé en mars de l'année dernière, 2019. Et il a été organisé selon les différentes phases d'un projet théorique, d'un projet d'urbanisme transitoire. Donc on s'est réunis 4 fois déjà depuis 2019. On a eu donc 4 phases principales. La première phase au préalable. À chaque fois, quand on réalise ces groupes de travail thématiques, on mêle à la fois des ateliers pratiques, des retours d'expérience, mais aussi des visites de sites pour permettre aux participants aussi de dialoguer avec des porteurs de projets, différents types de porteurs de projets, que ce soit des bailleurs, des collectivités, des aménageurs, dialoguer sur les conditions de réalisation de ces opérations-là, essayer de retirer des expériences intéressantes et puis aussi des réseaux, parce que c'est utile pour avancer dans nos projets, d'avoir des interlocuteurs qui nous permettent d'avancer. Donc on a vu la phase au préalable, l'amorçage du projet, les modalités d'intervention publique. Là, c'était au mois de mai. On était à Est ensemble et à la Prairie du Canal à Bobigny. Sur la phase avant le montage opérationnel du projet, on était à Grande Contrôle. Sur la phase pendant la réalisation, la mise en œuvre et l'animation du projet, on était au Fort d'Aubervilliers à Aubervilliers. Et la prochaine rencontre, le 14 février, aura lieu à Marseille, sur la phase après la pérennisation et la valorisation du projet. Donc, dans le cadre de ce groupe de travail, donc dès l'installation du groupe au mois de mars au Grand Voisin, on a pu identifier des verrous importants sur lesquels on a travaillé et on continue de travailler. Tout l'ensemble des réponses à ces verrous vont faire l'objet d'une capitalisation qui sera donc diffusée dans une boîte à outils donc d'ici au mois de juin. Donc, par exemple, les différents verrous, vous voyez, ils sont thématiques. On a le montage juridique, le montage technique et réglementaire, le montage économique, le montage programmatique et le montage opérationnel. Par exemple, sur le montage juridique, on avait une question sur les conditions de la mise à disposition. On avait en regard l'interrogation des collectivités sur mais si mon occupant ne veut pas partir, qu'est-ce que je peux faire pour récupérer le foncier, pour faire autre chose. Donc on a réfléchi, donc on s'est dit voilà, alors avec les différentes parties prenantes, les collectivités qui avaient déjà mis en place ce genre de projet, comme par exemple à Reims, à Roubaix. Alors voilà, ils nous ont dit voilà, sur la base d'une convention claire, très claire d'occupation temporaire, si on verrouille bien juridiquement, normalement, on a les leviers pour s'assurer que l'acteur en présence partira bien au terme prévu. Et puis si jamais on conduit bien l'accompagnement de cette occupation transitoire, si on se rend compte qu'il y a un besoin de pérennisation, on peut aussi anticiper le besoin peut-être de déplacement, de relocalisation ou de réactualisation du projet d'aménagement d'ensemble pour trouver une solution, pour éviter les conflits. Voilà, donc il y a plein de sujets, les questions de mise aux normes pour les personnes à mobilité réduite ou pour les établissements qui reçoivent du public, des questions sur le modèle économique, comment on appréhende les usages, comment on dimensionne l'équipe projet. Voilà, donc on a réfléchi à tous ces verrous-là. Et voilà, si ça vous intéresse, voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi. Déjà sur Horoscope, vous retrouverez tout ce qui a été fait au fil de l'eau, donc les comptes rendus, les supports, les documents types. Et puis on va vraiment vers des livrables qui seront vraiment diffusés au mois de juin. Alors un petit exemple de ce qui a été co-construit dans le cadre du groupe de travail. Donc on a élaboré une grille d'analyse du site pour analyser l'opportunité de conduire un projet d'urbanisme transitoire. On s'est dit, voilà, c'est bien d'avoir un site, mais est-ce qu'il faut vraiment y aller ? Voilà, quelles sont les conditions optimum qui vont nous permettre d'y aller. Donc il y a plein de thématiques et puis des sous-critères. Donc il y a des conditions dimensionnantes, par exemple l'état sanitaire du bâti, la notion de propriété, les notions de risques environnementaux, les superficies disponibles, l'aire de population qui peut être concernée, les acteurs qui sont en place, les normes d'accessibilité, ce que prévoit le PLU et les marges de manœuvre. Voilà, ce qui concerne la faisabilité technique. Il y a des questions aussi de faisabilité en termes de durée. Est-ce qu'il y a un projet en cours ou pas ? Est-ce qu'on a une garantie sur le temps d'occupation, le temps de remise en état du site ? Voilà, finalement, ça va permettre de conditionner la faisabilité ou l'intérêt, l'opportunité de mobiliser ce foncier pour en faire un projet d'urbanisme transitoire. On a les conditions sur la faisabilité financière, la desserte. Le contexte territorial aux alentours, qu'est-ce qu'il y a dans le voisinage qui pourrait nous empêcher de faire ce qu'on souhaite faire.
etc. Donc il y a beaucoup de questions qui ont été abordées, et donc ça aussi c'est une grille qui sera mise à disposition. Ce qu'on a aussi déjà en tête en termes d'outils bientôt diffusables, c'est le panorama des outils financiers mobilisables. En plus des aides de l'ANRU, qu'est-ce qui peut exister pour aider à mobiliser un projet d'urbanisme transitoire dans les territoires? On a également établi des éléments d'argumentaire pour convaincre différents types d'acteurs de l'intérêt de réaliser, une fois qu'on a réalisé l'intérêt, l'opportunité, la faisabilité de réaliser l'opération, comment on convainc les élus, par exemple. Comment on convainc les habitants, comment on convainc les services techniques de la ville ou de l'agglomération de l'intérêt de travailler sur ce sujet. Ça peut présenter une charge supplémentaire. Voilà. Et puis il y a différentes questions à poser. Comment convaincre un bailleur qui est propriétaire d'une parcelle importante de mobiliser son foncier au service des habitants. Voilà, comment rassurer. Donc ça, c'est un certain nombre d'outils qui seront bientôt accessibles. Et enfin, un aperçu de l'espace Enruscope sur lequel vous retrouverez toutes les ressources sur l'urbanisme transitoire, capitalisé au niveau de l'ANRU. Évidemment, on n'est pas les seuls à le faire, donc on n'hésite pas à relayer tout ce qui se fait déjà. Et voilà, donc je vous invite à vous y inscrire si vous n'êtes pas encore inscrit pour récupérer l'information. Merci. Donc, toute cette information, si j'ai bien compris, c'est sur Enruscope, c'est ça? Et d'autre part, vous avez une journée d'innovation le 25 février prochain et qui est sur une thématique particulière? C'est à l'image de ce qui a été réalisé au mois de juin. Donc le 6 juin dernier, on a réalisé une grande journée des acteurs du renouvellement urbain et de l'innovation dans le renouvellement urbain à la Bellevilloise. C'était l'occasion pour l'ANRU de réunir tous les acteurs de la ville autour de la thématique de l'innovation. Donc comment faire de l'innovation dans les territoires, avec des retours d'expériences partagées sur différentes thématiques, notamment celles qui concernent les groupes de travail thématiques, où on a fait une restitution tout au fil de la journée de l'avancement des groupes de travail. Et ça a permis aussi d'annoncer le lancement du réseau Enru Plus les innovateurs. Donc on réunit une centaine de structures de start-up et de l'ESS qui portent des solutions qui pourraient permettre aux collectivités de développer différents projets et qui ne sont pas encore en contact. Donc l'idée pour nous, l'ANRU, c'est de les recenser, les donner, de transmettre l'information de leur existence et de permettre des temps d'échange pour faciliter la recherche de solutions par les collectivités et leur mise en place dans les territoires. Merci, c'est noté. La salle a-t-elle des questions? Tout était très clair. Il y a des questions? Ah. Tu le passes? Question, c'est-à-dire, vous nous avez présenté les différents outils et la méthode de construction qui articule urbanisme transitoire et renouvellement urbain. Et c'est vrai que, voilà, on voit, c'est un peu tous les exemples de cet après-midi, une grande créativité dans les formes de construction, avec des formes artistiques, ludiques, enfin, je pense... Et du coup, la question, c'était, mais finalement, cette méthode qui a l'air d'être de construction, on pourrait dire réelle et pas formelle uniquement, avec simplement des réunions d'information pour cocher telle des charges, pourquoi est-ce que ce n'est pas applicable à tout projet de renouvellement urbain? Alors, il n'y a pas de doctrine sur le sujet. Je pense que ça dépend beaucoup de la volonté locale, en réalité. S'il y a un vrai souci et un vrai portage, et la capacité pour les équipes locales de se mobiliser de telle ou de la forme la plus appropriée, je pense que ça doit pouvoir se faire un peu partout. Bien, ben merci. C'était donc très clair. On ira consulter votre site et on participera à vos journées. Merci.